Merci donc à vous de vous installer. Nous allons pouvoir débuter et nous allons laisser la parole à quelques intervenants. C'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui la 5e édition du Forum pédagogique Éducation-Développement durable sur le thème de la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité de la vie. La biodiversité est le patrimoine naturel que nous laissons en héritage aux générations futures. Nous sommes fiers de recevoir ce forum pour l'éducation, le forum pédagogique pour l'éducation et le développement durable. D'autant plus fiers que les actions que nous conduisons visent particulièrement les scolaires, cette nouvelle génération qui est constitue non seulement une forme, sont des ambassadeurs, mais aussi des témoins de l'évolution de notre environnement, de notre biodiversité. Depuis 2004, l'Éducation nationale a construit et enrichi progressivement son projet d'éducation au développement durable. Et il s'est déployé en 4 phases successives de généralisation à partir des 4 piliers de l'éducation à l'environnement et au développement durable: le pilier social, le pilier culturel, le pilier économique et enfin le pilier environnemental. Pourtant, les grandes questions de société qui se posent de façon amplifiée depuis la dernière décennie, relatives notamment au climat, à la biodiversité et aux pandémies, ont révélé la nécessité d'une prise de conscience collective sur les interactions scientifiques, sociologiques, économiques, sociales, sociétales et culturelles. Et vous le savez, la Guadeloupe n'est pas en reste sur ces questions. Les enfants d'aujourd'hui auront beaucoup plus à faire que notre génération quand nous voyons l'héritage que nous leur laissons sur l'état de notre environnement. En effet, l'éducation à l'environnement et au développement durable est devenue une priorité au regard des enjeux environnementaux de notre archipel. Préserver la ressource en eau, préserver l'extraordinaire biodiversité et en faire un objectif de citoyenneté, viser l'autonomie énergétique en 2030, avoir un territoire zéro déchet en 2035 sont autant de défis qui concernent chacun d'entre nous. La région lance avec d'autres partenaires un appel à projets visant spécifiquement les projets d'éducation à l'environnement et au développement durable portés par les associations, la société civile, les établissements scolaires, et cet appel à projet est lancé cette année. Cet appel à projet est doté d'un budget de 155 000 €. Alors, parler de ce sujet avec des experts, c'est une chose, mais porter les problématiques en milieu scolaire pour amener les jeunes à développer les bons gestes est une meilleure garantie pour l'avenir. Cette rencontre permet d'informer, de sensibiliser le monde de l'éducation et transmettront des valeurs durables à nos enfants pour leur futur. Parmi ces valeurs, nous devons citer apprendre à préserver notre biodiversité, apprendre à réduire notre impact sur l'environnement, apprendre à consommer mieux et local, apprendre à utiliser des circuits courts et enfin apprendre à réduire la production de déchets qui auraient des conséquences sur notre nature. Il est nécessaire que pour nous puissions réussir, qu'il faut certes notre engagement en tant que politique, du rectorat, mais l'engagement de tous les partenaires, mais surtout l'engagement de chaque citoyen. Au cours de l'année 2019, les ambassadeurs du TRI de la cellule développement durable du service environnement ont proposé divers ateliers visant à éveiller les enfants dans leur espace naturel de façon ludique et pédagogique, tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux. J'ai décidé d'intituler mon intervention « Du développement durable à la dynamique des systèmes ». Pourquoi ? Parce que je pense que cette notion de développement durable, elle est partie d'une bonne idée, d'une bonne intention dans les années 70, mais malheureusement, elle a pris du retard. Et pendant ce retard, la situation des écosystèmes et la situation de notre espèce, l'humanité, a continué de se dégrader. Alors en fait,
la biodiversité, ce ne sont pas que des espèces. On pourrait dire que ce sont, en fait, que c'est un puzzle, chaque espèce étant une pièce du puzzle, mais qu'en réalité, chaque pièce du puzzle est elle-même un autre puzzle, qui est constitué, par exemple, de gènes. Et nous, dans cette enceinte, nous sommes une seule et même espèce, mais nous avons une diversité génétique qui fait que nous ne sommes pas les mêmes les uns des autres. Là, vous avez sur cette diapo une représentation un petit peu schématique de l'identité écologique de l'archipel de la Guadeloupe. Vous avez une dizaine de couleurs qui représentent les types forestiers qui se développeraient si on les laissait faire, si on leur laissait 500, 700, 1000 ans, si on leur fichait la paix, tout simplement. Cette dizaine de couleurs, elle n'est pas choisie au hasard. Vous avez des couleurs qui tirent sur le bleu, d'autres qui tirent sur le jaune, d'autres qui tirent sur le rouge, en fonction des contraintes écologiques. Parce que la liberté, peut-être vous ne le savez pas, mais elle n'existe qu'à l'intérieur des contraintes. Nous ne pouvons pas changer la réalité des choses, nous pouvons changer notre perception des choses et leur donner un nouveau sens. Et je me réjouis que nous ayons eu autant de signataires aujourd'hui pour consolider une éducation à la dynamique des systèmes à laquelle j'ai essayé de vous introduire. Merci à vous. Quel animal qui est important pour la biodiversité? Il n'y a aucun animal qui est plus important qu'un autre. Et même l'Homo sapiens, même nous, on a souvent tendance à se mettre un petit peu à part. Par exemple, on va s'inventer des lois différentes des lois de la nature. En réalité, c'est quelque chose de très nouveau et qui est surtout lié au fait que justement, on s'est coupé, on s'est séparé de l'ensemble des autres humains, d'une part, et des non-humains, des autres êtres vivants. Les peuples premiers, ils n'ont aucun mot pour dire nature, pour dire environnement. Ça n'a pas de sens pour eux parce qu'ils sont dedans. À la limite, ils ont une expression qui est terre-mère. Ça veut dire qu'ils sont de la même famille que ceux qu'il y a tout autour d'eux. Et que donc, de la même façon qu'on prend soin de nos parents, ils prennent soin de leur terre-mère. Donc, il y a plusieurs actions au sein du réseau Limicol. Donc, tout d'abord, c'est, pour résumer et simplifier, le réseau Limicol, c'est un groupe d'acteurs locaux et internationaux qui, ensemble, travaillent à l'avantage des Limicol avec plusieurs actions. Donc, notamment de l'apport de connaissances avec des comptages réguliers de Limicol sur des sites choisis, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou à Saint-Martin, ou sur d'autres territoires internationaux. On peut suivre également les déplacements des limicoles, puisqu'on va revenir un peu plus en détail tout à l'heure, mais les limicoles, donc, ce sont des oiseaux qui sont migrateurs et qui traversent de nombreux territoires et qui parcourent des milliers de kilomètres chaque année. Comment expliquer à des adultes ou éventuellement à des enfants l'importance de préserver la biodiversité? Il faut qu'on valorise notre biodiversité, la richesse des territoires insulaires, la richesse de la Caraïbe. Donc, pour bien défendre les sujets, il faut bien les maîtriser, il faut l'asseoir sur de la connaissance. Je pense que les actions pédagogiques, les actions des enseignants auprès des élèves au quotidien, c'est bien ça qui se passe. Les élèves étant le relais aussi de leurs parents, auprès de leurs parents. Voilà, on n'est pas tous des générations qui ont eu un effort sur ces questions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas. Donc, il faut savoir pour transmettre. Je pense que c'est évident. Et je pense qu'il faut surtout penser que nous tous, individuellement, on a la capacité de faire changer les choses sur plein de moyens, sur notre comportement quotidien, sur des choses très, très simples. Là, sur la photo, on va partir de la montagne, du sommet de la montagne. Vous imaginez que vous êtes au sommet de la montagne. Et quand on est au sommet à 600 mètres, on a cette forêt qu'on appelle la forêt hygrophile. La forêt hygrophile ou ombrophile. C'est une forêt qui est très, très, très humide. Et elle est organisée, elle est très, très bien rangée. Elle est organisée en strates.
on va retrouver les grands arbres. Sous les grands arbres qu'on appelle la strate arborescente. Sous les grands arbres, on va retrouver des arbustes. Et sous ces arbustes, on va retrouver des herbes. Et chaque arbre, on a un exemple ici, sur chaque arbre, on va retrouver des mousses ou des plantes qu'on appelle épiphytes, c'est-à-dire des plantes qui vont s'accrocher sur les arbres. Donc cette forêt, il faut être à 600 mètres. À partir de 600 mètres, donc il faut être au sommet des monts Caraïbes pour pouvoir voir cette forêt-là. Les coraux, en fait, sont des animaux. Nous, êtres humains, nous sommes considérés comme des animaux également. On nous retrouve ici, nous sommes des mammifères, dans le groupe des mammifères. Et les coraux, en fait, ils appartiennent au groupe des cnidaires, juste ici, au nord, enfin, en haut du schéma. Alors, les récifs coralliens, ils sont essentiels à la biodiversité de tous les océans, parce qu'ils vont permettre d'être des zones de reproduction, d'alimentation et de refuge pour de nombreuses espèces. Mais je voudrais, pour ma part, donc, à nouveau remercier tous les partenaires, tous ceux qui ont répondu favorablement. Ils ont été très nombreux, donc je vous en remercie de votre présence et surtout les élèves qui sont là, qui sont présents, qui ont posé leurs questions. Mais je ne voudrais pas oublier le personnel du CAUE et puis le personnel du rectorat aussi, qui ont apporté une très forte contribution et qui ont permis effectivement la tenue de ce forum aujourd'hui. Et donc, je voudrais les remercier et surtout donc vous inviter à être là pour ceux qui peuvent l'être demain.